Bonjour à tous, je suis Vincent Pavanello, fondateur de la Maison des Mandataires et je suis ravi de vous retrouver pour le deuxième épisode de notre nouvelle émission Dans la tête d'un top vendeur. Comme son nom l'indique, je vais avoir la chance d'échanger pendant 30 à 40 minutes avec un top mandataire, un top vendeur avec une grande expérience et une grande efficacité. Et je suis ravi donc d'accueillir ici, dans les locaux de la Maison des Mandataires, que vous découvrez peut-être pour certains à travers cette vidéo, Julien Canal. Bonjour Julien. Enchanté. Tu auras largement le temps de te présenter, ton présent, ton passé, peut-être quelques éléments aussi sur ton futur et ta vision, au cours d'un entretien qui se fera en deux parties. Premièrement, j'allais dire Julien le mandataire, Julien le conseiller immobilier, et évidemment, j'aurai plein de questions à te poser, au-delà de ton parcours, sur tes techniques, la façon dont tu organises ton temps, tes journées, la façon dont tu travailles, et au fond, les ingrédients du succès qui est le tien, on y reviendra, mais plusieurs centaines de ventes à ton actif, tu y reviendras. Et puis, dans une deuxième partie, je m'intéresserai à Julien l'entrepreneur. Parce que derrière un conseiller immobilier indépendant, derrière un mandataire, il y a un entrepreneur avec ses bons moments, ses moins bons moments, ses coups de mou et son énergie, ses doutes et ses convictions. Et je pense que c'est très intéressant pour les gens qui sont de l'autre côté de la caméra, qui nous regarderont demain, de connaître aussi le Julien entrepreneur. Et donc, sans plus attendre, je te propose de commencer la première partie, connaître ton parcours et peut-être d'abord, Julien, qui es-tu, où est-ce que tu exerces et puis en quelques mots, ton parcours de mandataire, depuis quand tu fais ce métier et où est-ce que tu travailles aujourd'hui? Alors, donc moi c'est Julien Canal, je travaille sur le secteur sud Seine-et-Marne vers Fontainebleau, un peu au sud de Fontainebleau. Une heure Paris? Ouais, à peu près, 1h10, là où tous les Parisiens débarquent en ce moment. J'ai commencé l'immobilier en 2014, en février 2014. Dans un grand réseau, un très grand réseau qui était spécialisé dans le marketing de réseau, justement. Que tu peux citer. Hein, donc, j'ai travaillé chez IAD au départ. C'est là que j'ai fait mes premières armes et j'ai commencé l'immobilier le même jour que ma mère. J'ai mis à peu près 1 an à faire ma première vente. Et puis, une fois que j'ai compris, comme tout ingénieur qui se respecte, une fois que j'ai compris, ça a foncé, ça a bien tourné. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire de... Peut-être ce que tu as fait avant, peut-être aussi pour qu'on ait un peu l'historique. T'es pas très vieux, mais tu as peut-être fait quelques trucs avant en 2014. J'étais dans l'ingénierie mécanique. Okay. Je travaillais dans l'entreprise française Renault. Okay. L'objectif, c'était de réparer des moteurs de Formule 1. Puis finalement, les opportunités se sont un peu bouchées et puis je me sentais pas. Ensuite, je suis parti dans une entreprise familiale avec mon père. Okay. Qui lui a une société d'installation de laverie automatique et de pressing. Donc là, je touchais un peu à tout. C'est là que j'ai dégoûté un peu l'entrepreneuriat, parce que même si j'étais salarié de mon papa, on faisait tout dans l'entreprise. Puis au bout de quelques années, je me voyais pas reprendre la suite et du coup, ma mère a saisi l'opportunité justement IAD à l'époque et m'en a parlé. Et je me suis dit pourquoi pas. Bon, si maman alors. Ouais, c'est ça. Donc, plusieurs années chez IAD, 5 années, 6 années 5-6 ans, ouais, chez IAD. 5-6 ans chez IAD, dans lequel tu étais devenu un des top vendeurs, on peut le dire, peut-être même le top vendeur, ou parmi les principaux. Dans certains domaines, ouais. Dans certains domaines, ouais, donc plusieurs dizaines de ventes par an, on peut peut-être... Ouais, on était chez IAD, j'étais entre 25 et 30 ventes par an à peu près, 35-40 des fois. Sachant que sur ton marché, la commission moyenne peut-être aussi, puisqu'on a des gens qui nous écoutent dans toute la France, elle est plutôt... À l'époque, c'était dans les 7-8 000 euros pour des biens en moyenne à 200-250 euros. Okay. Ça a augmenté un petit peu depuis... Ça a pas mal augmenté parce qu'en fait, j'ai développé des techniques qui me permettent d'accéder à des biens un peu plus luxueux. Okay. Mais comme par définition, les vendeurs qui m'apportent des affaires sont les amis des amis des amis, quand on a démarré dans une tranche de prix assez basse, on met du temps à sortir de ce domaine-là. Et donc pour toi, le changement de réseau, c'était il y a 2 ans, où tu choisis de quitter IAD après des bonnes années. Je sais que tu gardes un très bon souvenir de ce réseau, pour rejoindre un autre réseau que je te laisse présenter. Tout à fait. Alors, je suis allé plutôt dans un réseau typé production, donc qui est le réseau 3G Immo, 3G Immo Consultant, pardon. 2 ans maintenant, et effectivement, moins de temps à consacrer aux équipes que j'avais chez IAD, plus de temps à consacrer à la production, ce qui me correspondait plus. Un meilleur taux de rémunération, plus de ventes, et puis là, je suis plutôt parti sur des 50 à 60 ventes par an. Avec 50 à 60 ventes par an. Je le répète pour ceux qui auraient mal entendu, c'est bien ce dont Julien nous parle. Après, ça a demandé une nouvelle organisation aussi, et puis tout un tas de techniques, mais dont on reparlera après. Mais nouveau réseau, plus portée production. Et puis un épanouissement complet, puisque finalement, j'étais peut-être pas en phase avec le management. Parce que chez IAD, tu avais une équipe de 50 personnes?
À peu près, oui. Je commence à arriver à une cinquantaine de personnes. Que tu as revendu, puisque dans les modèles MLM, on peut, dans certains réseaux, revendre son équipe. Et en fait, c'était pas la partie du job qui te plaisait le plus. Et donc, tu as préféré ce que tu appelles un réseau typé production, dans lequel tu n'as pas d'équipe et où tu peux te concentrer à la production et à la vente. Je pense que ça montre aussi qu'il y a une diversité d'offres dans les réseaux pour une diversité aussi de profils. Et je trouve que ton profil est très intéressant en ce sens. Donc, je pense que tout le monde maintenant a une idée plus fine de ce que tu as fait, Julien, et de ton parcours. Donc, maintenant, 8 ans mandataire. Ça fait 8 ans que tu fais ça. C'est ça. On vient de passer les 8 ans avec ma maman. Chacun de son côté. Elle est toujours chez IAD. Ta maman est restée chez IAD. Ouais. Elle a une grosse équipe. Ouais, elle a plus de 100 personnes maintenant. D'accord. Mais elle, ça lui convient de manager et de moins travailler sur la production. Alors que moi, finalement, lâcher la production, lâcher mes clients, lâcher le nerf de la guerre, c'était compliqué. Ouais. Okay. Donc, c'est 2 parcours différents. Celui de ta maman, le tien, et avec un changement de réseau pour toi et pas pour elle, mais 2 réussites. Et je trouve que c'est intéressant. Merci, Julien, pour ces éléments sur ton parcours qui permettent à chacun de mieux te connaître. Et on peut rentrer maintenant dans le nerf de la guerre, parce que ce qui intéresse beaucoup les gens qui nous regardent, c'est comment on part de zéro, parce que tu es parti de zéro, et tous les mandataires qui ont réussi sont partis à un moment donné de zéro, ont fait leur première vente. Tu as expliqué que pour toi, ça avait pris un peu de temps de faire la première vente, à atteindre les plusieurs dizaines de ventes par an. Peut-être d'abord sur l'angle de la prospection. Je sais que tu es un fan de prospection téléphonique, tu me disais avant, donc je te laisse nous raconter. Je crois que tu as passé des jours et des jours au début à faire de la prospection. Raconte-nous, Julien. J'ai passé des jours et des jours à faire en sorte d'éviter de faire de la prospection. Parce que c'est quelque chose que moi, personnellement, je déteste. Je crois qu'on est nombreux en tant que mandataire à pas forcément aimer. Et j'étais quand même dans un réseau très développé sur mon secteur. IAD, donc à ce moment-là, était très développé. Donc souvent, je me retrouvais même en faisant un peu de prospection téléphonique à passer 2e ou 3e derrière des gens qui étaient accablés d'appels dès qu'ils mettaient une maison à vendre. Donc en fait, j'ai dû avoir 5 ou 6 mandats par prospection téléphonique et j'ai tout fait pour convaincre mes vendeurs de me trouver d'autres vendeurs. Et depuis ce jour-là, ça n'a pas arrêté. Et puis il y a environ 4-5 ans, le cap des vendeurs qui me trouvent d'autres vendeurs est passé sur une notoriété globale sur mon secteur avec les panneaux à force de voir notre tête et notre nom. Et du coup, maintenant, j'ai pas mal de... Voilà, la semaine dernière, j'ai dû faire 15 ou 16 estimations directement. Alors, par plusieurs biais. Déjà, le référencement sur Internet. On va peut-être y venir sur le détail. On y viendra après. Mais effectivement, je me retrouve de plus en plus à avoir des affaires qui tombent toutes seules. Qui tombent toutes seules. Donc, sur les 400 ventes que tu as fait, puisque c'est les chiffres que tu me citais, il y en a 1% que tu as fait grâce à de la prospection directe dans le dur d'appel. Et 99%, on peut le résumer comme ça, qui viennent du bouche à oreille. Alors, mais ces 1% ont déclenché les 400 autres. C'est là-dessus que je voulais t'interroger. C'est comment on enclenche, parce que on imagine bien comment maintenant tu es le référent sur ton segment, sur ton secteur et que les gens pensent à toi, mais comment on passe de personne connaît Julien Canal à Fontainebleau, parce que c'était bien le point de départ, j'imagine, à dès que j'ai un sujet immobilier, je pense à Julien Canal. Par exemple, les 4-5 premiers clients, j'imagine que c'est des gens qui étaient contents, comment tu les as encouragés à t'apporter d'autres clients très concrètement? Ça a été quoi ta façon de faire? Là, je te ramène en 2014-2015. Ouais, alors moi j'ai voulu avant de me lancer, j'ai analysé les concurrents. J'ai essayé de comprendre ce qui faisait de bien, ce qui faisait de pas bien. Une étude du marché, tu regardes là où tu peux être meilleur que les autres, tu le mets en place, ça marche, ça commence à développer. Je copie les autres. Tu copies sur ce qui faisait de bien. Tu as un exemple qui te vient en tête d'un truc où tu t'es dit, tiens, l'agence Century 21 ou Guy Auquel fait ça bien, je vais essayer de le refaire? Non, c'est plutôt des trucs en plus. Par exemple, il y a un truc qui m'avait un peu piqué, c'est qu'il y avait un de mes concurrents, il se reconnaîtra, qui a commencé à faire des plans des maisons. D'accord. Je me suis dit, je trouve ça génial, je savais pas comment faire, j'ai trouvé une solution, maintenant mes plans sont plus beaux que les siens. Et l'idée, c'était toujours, dès que je voyais quelque chose de mieux chez les autres, d'aller récupérer un peu plus. Mais quand même pas mal en avance. Donc, tu étais en veille sur ce que faisaient les autres. Tout à fait. Et ça te permettait de savoir. Okay. Donc ça, c'est comment on obtient les premiers clients, comment on en convainc d'autres. Comment on fait en sorte, à la fin, quand une transaction se passe bien, qu'on est chez le notaire, de dire au vendeur sans être trop lourd, sans être trop insistant, hein, c'est aussi parfois un équilibre qui est compliqué à trouver. Si vous connaissez quelqu'un, comment toi, tu arrives à mobiliser cet entourage d'anciens clients pour te ramener d'autres clients? Concrètement, tu gardes contact avec eux, tu les invites à boire un café de temps en temps. C'est quoi ta façon de faire, s'il y en a une, ou c'est peut-être plus du feeling? Je me rappelle pas spécialement en 2014, mais la motivation de ne pas passer de coup de fil me faisait pousser des ailes pour trouver des argumentations pour justement les motiver à me donner. Et puis comme ils étaient contents du service, ça devenait assez naturel pour eux de parler de moi. Alors un client m'en amenait pas 2, hein, mais sur 3-4 clients, j'en ai eu 1 ou 2, puis 1 ou 2, puis 1 ou 2, puis 1 ou 2. Et tu as mappé un réseau comme ça. Et tes anciens clients, tu gardes contact avec eux de temps en temps? Ouais, je leur souhaite leur anniversaire tous les ans. Je suis quelqu'un de plutôt introverti par rapport aux autres personnes.
Et c'est vraiment quelque chose qui s'est développé avec l'immobilier, de parler aux gens, d'être à l'aise dans un domaine et du coup que les gens me redonnent d'autres infos. Je crois que c'était un message entre guillemets d'espoir, en tout cas un conseil intéressant, c'est que même si on n'est pas un fan de réseautage et qu'on n'est pas né avec la capacité à savoir réseauter, avec quelques petites techniques appliquées avec, j'imagine, une forme de rigueur quand même et de discipline, je pense que c'est ton histoire personnelle, on arrive à faire plusieurs dizaines de ventes par an sur un territoire qui est assez concurrentiel pour autant. Donc ça, c'est la prospection, on va dire, via des anciens clients. Est-ce que tu as testé d'autres techniques de prospection par rapport d'affaires, par exemple, en rencontrant les commerçants Est-ce que c'est une chose que tu as expérimenté? J'avais des outils grâce à IAD, qui ont un système d'apporteurs d'affaires en marketing de réseau, comme leur essence même. Donc je faisais beaucoup de soirées. C'était nos réseaux, c'est ça? Exactement. Donc je faisais ce qu'on appelait des apéros réseau où je rencontrais des professionnels et je faisais le discours pour qu'eux rentrent dans le réseau. Ça m'a permis de pas mal me développer. Ça a été un point important. Et tu l'as cité, des affiches dans la Fontainebleau. C'est un investissement que tu as fait très tôt, montrer ta tête, comme tu disais tout à l'heure. Alors en fait, c'est surtout les panneaux. C'est-à-dire dès qu'on prend un bien à la vente en exclusivité, on peut mettre des panneaux. J'ai pas fait spécialement de pub. J'ai fait quelques trucs dans les journaux, dans les calendriers, dans tout ça, mais c'était principalement les panneaux vendus. Ok. Et rien que ça, de fait. Petit à petit. Ok. Avec la tête dessus. Je précise là-dessus parce que je sais que c'est toujours chez les mandataires. Chez les mandataires, tous ne le font pas et on invite vraiment ceux qui ne le font pas à s'y mettre. La prospection via le digital, on n'en a pas parlé encore. J'imagine que c'était vrai en 2014, c'est encore plus vrai en 2022. C'est quoi tes trucs et astuces? J'imagine que tu as des réseaux sociaux très bien tenus où tu partages du contenu. Les quelques éléments ou techniques où tu te dis je suis un peu meilleur que les autres, ce seraient lesquels et qui expliqueraient il y a une chose, c'est que je me suis organisé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai explosé dans 3G IMO en nombre de chiffres d'affaires, j'ai pu me permettre de prendre une assistante à temps complet. Et donc, j'ai vraiment quelqu'un à temps complet, 8 heures par jour. Depuis un an et demi? Depuis 1 an et demi à peu près. Ok. Qui gère donc tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est paperasse, tout ce qui est montage de dossiers notaires, réalisation des visites virtuelles, se rendre disponible pour les diagnostiqueurs. Je te pose la question, tu peux répondre avec un ordre de grandeur, mais je pense que ça intéresse. Le coût pour toi d'avoir une assistante à plein temps, parce que j'imagine que c'est une équation économique à laquelle tu as réfléchi, on parle d'un coût chargé de 2000 et quelques? Chargé, on est sur 50 000 annuels. On est sur 50 000 annuels chargés, on est bien au-delà de pour qu'elle tourne à 2005 par mois à peu près. Ok, et ça te coûte plutôt 3500 toi par mois? C'est même plus, ok. Donc plutôt plus de 4 000 euros par mois. Mais et t'estimes que ça te rapporte beaucoup plus? En tout cas, ça m'a permis d'amener des choses que j'aurais aimé amener mes clients que je n'arrivais plus à faire sur un emploi du temps traditionnel. Okay. C'est-à-dire que on a tous en tête ce qu'il faudrait faire plus ou moins dans un coin de notre tête, mais ça demande tellement de choses, tellement d'énergie, tellement d'argent des fois pour le faire qu'on n'y arrive pas toujours. Et en fait, en ayant quelqu'un qui a du temps à consacrer, alors les premiers mois, elle travaillait 2-3 heures par jour seulement, elle s'ennuyait le reste du temps. Là, elle s'ennuie encore quelque peu. Quand elle regardera la vidéo, elle rigolera. C'est elle qui gère tes réseaux sociaux aussi. Donc, on voit que c'est bientôt un job vraiment à plein temps. Et c'est une organisation. Est-ce que, question très concrète, notamment quand tu es dans une phase d'essayer de convaincre le client de te confier le mandat, est-ce que le fait de pouvoir dire « je travaille avec quelqu'un, je ne suis pas seul, j'aurai donc une relation client de bien meilleure qualité », est-ce que c'est un argument que tu utilises? Oui. En fait… tu sens que ça marque et que ça impacte? Forcément, ça impacte. Est-ce que c'est ce qui donne le mandat? Je sais pas. Mais en fait, on arrive avec j'ai des vraies méthodes. Donc, quand j'arrive, je pose les bases de comment je fonctionne. En général, c'est plutôt convaincant parce que je suis convaincu que ce que je fais est bien. Donc, du coup, le client, en général, il prend le package complet. Dans la deuxième partie, Julien Entrepreneur, j'aurais des questions sur comment on inspire confiance, comment on gagne la confiance des autres. Et clairement, ce que tu dis, la capacité de transparence sur la méthode de travail, c'est évident, mais on y reviendra après, dans un deuxième temps. Pour finir peut-être sur la stratégie digitale, puisqu'on en parlait, les gens qui regardent cette vidéo iront sûrement voir tes avis clients sur ImmoAdvisor. Tu en as beaucoup, et ils sont très bons. C'est quelque chose qui est important pour toi, quand un client est satisfait, de bien lui rappeler, parfois d'insister un peu pour avoir l'avis client. Ouais, c'est en France particulièrement, souvent les gens donnent des avis quand ils sont déçus. Et c'est parfois compliqué de les obtenir. Alors nous, on les choisit tout le long de l'estimation jusqu'à l'acte authentique et même après, on essaie d'être toujours présent pour eux. Donc on leur demande ça comme un service en expliquant que c'est la e-réputation qui
nous amènent du business aujourd'hui et que plutôt que de leur demander de me trouver d'autres clients, rien que de me donner des avis clients me permettait d'obtenir des mandats. Et aujourd'hui, sur les 17 estimations de la semaine dernière, j'ai peut-être au moins 8 ou 9 qui viennent juste par Internet. Écoute, Julien, je crois qu'on s'est dit beaucoup de choses sur les techniques, les astuces et la façon dont tu travaillais. Je pense que ça intéressera et beaucoup de mandataires auront appris beaucoup de choses en t'écoutant. S'il y avait une stratégie, une dernière astuce, une technique que tu utilises dans ton quotidien à nous parler avant de passer à la deuxième partie, ce serait laquelle? Je crois que tu voulais nous parler de visites virtuelles. Tout à fait, ouais. C'est vraiment ce qui m'a permis d'exploser parce que réaliser 40, 50, 60 ventes par an en devant faire 8 visites par bien toute la journée, ne plus s'en sortir, faire que de la visite pour faire de la visite, c'était inconcevable. Et du coup, j'ai tout un tas de techniques et jusqu'à trouver la technique qui me convenait, et ça m'a permis de diviser presque par 8 mon nombre de visites. Donc là où je faisais 8 ou 9 visites par jour, je me suis retrouvé à faire 2 visites par jour en faisant tout autant de ventes. Parce que tous tes potentiels acquéreurs reçoivent un lien pour faire une visite en ligne. Et au fond, d'eux-mêmes, il y en a un certain nombre qui renoncent à l'appartement. C'est ça qui fait la division du nombre de visites. Exactement. Il y a un atout pour les clients vendeurs parce que moins de visites chez eux et visites plus ciblées. Et j'imagine que c'est quelque chose que tu utilises même en argument avant de capter le mandat. C'est ça. Alors dire qu'ils n'auront pas 50 personnes chez eux, c'est jamais un moment agréable de faire rentrer des gens chez soi. Exactement. Et en plus, ça te gagne du temps. Deuxième argument, ça m'a permis de forcer certaines visites. Parce que des gens qui disent « oui, mais finalement, c'est un village un petit peu trop éloigné », pas de problème. Prenez le temps de faire la visite virtuelle et vous verrez si ça vaut le coup de venir. Et on a fait des ventes. Ça, je m'y attendais pas quand je l'ai fait. Et troisième, effectivement, j'ai gagné beaucoup de temps. D'ailleurs, je le dis même dans mes prises de mandat à mes clients. Je leur dis, si vous savez, je le fais presque plus pour moi que pour vous, la visite virtuelle, parce qu'on gagne énormément de temps. Les gens savent ce qu'ils viennent voir. Attention, je parle de vraies visites virtuelles, pas d'assemblage de photos. Avec quel outil tu travailles? Moi, je travaille avec Matterport. Matterport. Donc, un outil qui est très utilisé par notre communauté. C'est un très bon exemple. Et alors, ça montre aussi à la fois l'exemple de ton assistante que tu as recrutée il y a 2 ans, donc en fait 6 ans après avoir commencé ce métier. La visite virtuelle qui, j'imagine aussi, est une technique relativement récente. En 2014, je suis pas sûr que c'est celle que tu as. Je commençais en 2016, 2017. Alors, relativement rapidement, mais ça montre aussi, je pense, pour les gens qui nous écoutent, que les techniques pour faire 5 ventes par an sont pas les mêmes pour faire 20 ventes par an, sont pas les mêmes que pour faire 40 ventes par an. Et une des capacités de l'entrepreneur, ça me fera une transition pour notre partie d'après, c'est d'adapter ses outils, ses techniques, son organisation à ses objectifs et à sa réalité quotidienne. Et je trouve que ton exemple montre bien. Et on passe pas de 0 à 60 ventes en 6 mois, hein, tu l'as dit. Par contre, sur temps long, on a le temps d'adapter. Et je trouve que c'est ton histoire et ton expérience le montrent. Donc, je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie de cette interview où on parlera de Julien l'entrepreneur. On a déjà un petit peu parlé, mais on rentrera dans le détail. Et tu nous donneras un petit peu tes clés, notamment sous l'angle psychologique et la motivation et comment on garde, même quand on fait 50 ventes par an, la faim et la volonté de continuer à développer. Donc, rendez-vous tout de suite pour la deuxième partie. Nous sommes de retour dans cette émission intitulée « Dans la tête d'un top vendeur ». Et qui mieux que Julien Canal, qui est notre invité aujourd'hui pour être ce top vendeur qui partage ses bonnes pratiques. La première partie de l'interview était basée sur des techniques de conseil immobilier, ton expérience, la façon dont tu utilisais la visite virtuelle et quels arguments aussi tu mettais en avant pour convaincre des vendeurs. Dans une deuxième partie, on a envie d'interroger aussi Julien l'entrepreneur. En commençant par la question peut-être que se pose un certain nombre de personnes qui nous écoutent, c'est pourquoi on devient entrepreneur? Alors, tu m'as dit que tu avais travaillé pour l'entreprise de ton papa, dans laquelle tu avais commencé à toucher à l'entrepreneuriat indirectement. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on quitte l'entreprise et qu'on se dit je veux être à mon compte tout seul et être un vrai entrepreneur? C'est quoi les motivations de base? Je te ramène donc en 2014. Du coup, la motivation première, c'était au départ la liberté et faire quelque chose qui me plaisait. Parce que ça m'était pas arrivé. J'avais fait des choix un peu par logique et pas toujours par envie. Et du coup, d'obtenir cette liberté, entre guillemets, c'était très intéressant pour moi. Par contre, qui dit liberté, dit aussi se motiver tout seul, se lever le matin, se donner des missions. Si on fait rien, il ne se passe rien. Et là, ce qui m'a aidé, moi, mon moteur, c'était que mon père m'avait libéré du temps sur mon temps de travail pour que je puisse réussir. Donc, mon moteur a été la culpabilité de ne rien faire alors que quelqu'un m'avait accordé du temps. Donc ça a été mon moteur à moi pour trouver la motivation et de me dire... T'étais à mi-temps à ce moment-là? C'était quoi ta répartition de temps entre ton job d'avant? En fait, au lieu de travailler 60 heures par semaine avec mon papa, il me laissait 30 ou 40 heures de dispo. Moitié, quasiment à temps plein. Voilà, okay. Quasiment à temps plein pour l'immobilier.
Et du coup, dès que j'avais 5 minutes où je ne faisais rien, je cherchais dans ma tête quelque chose à faire. Donc, j'allais voir des commerçants, j'essayais de me faire connaître, je mettais des cartes de visite par-ci, des cartes de visite par-là, toujours pour pas passer de coup de fil. Et du coup, je trouvais toujours mon moteur, c'était ça, la culpabilité de faire perdre du temps à mon père qui travaillait tout seul dans l'entreprise pendant que moi, j'essayais d'avancer. C'est un bon moteur, on voit que ça a marché. Ça m'a marché. Malgré le fait que ce moteur existe, il y a eu des moments où, oui, le matin, on se lève, on ne sait pas ce qu'on doit faire, on ne sait pas par quoi commencer, j'imagine. Toi, sur la motivation, peut-être, puisque tu en as parlé, donc tu as expliqué ce qui était ton moteur, mais concrètement, quand tu te levais le matin, tu ne pensais qu'à ça, ou alors non, il te fallait une demi-heure où tu te disais j'ai besoin d'œufs. Enfin, très concrètement, c'était quoi ta motivation quasiment au quotidien, au-delà du moteur dont tu as parlé? J'aime pas l'échec. Fallait réussir, fallait trouver pourquoi. Et donc, Julien, comment on arrive à la fois à être dans une forme de remise en cause perpétuelle, d'être assez critique vis-à-vis de soi-même, en disant j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça, sans tomber dans une forme de démoralisation et de baisser les bras, parce qu'à force de se demander pourquoi on réussit pas, on peut avoir tendance à se dire en fait c'est que je suis pas bon, et puis de tomber dans une forme de pensée très négative. Comment toi, tu as trouvé ce compromis? Je pense avec des exemples de réussite. Il y avait des gens avec... je repense à un top 10 IAD à l'époque, puisque j'étais IAD, un top 10 IAD à l'époque où un monsieur qui avait 3 enfants, qui avait même pas forcément une bonne condition physique, qui avait un autre job à côté, arrivait à performer. Je me dis, mince, toi, t'es jeune, t'as pas d'enfant, t'as tout le temps pour réussir, tu n'y arrives pas, donc c'est que le problème vient de toi et il faut que tu le trouves. Et comme j'étais très motivé à réussir dans ce métier, pour plein de raisons, j'ai cherché des questions, j'ai cherché des réponses, et a priori, j'en ai trouvé quelques-unes. Oui, ce que tu me disais hors antenne avant qu'on commence à filmer, c'est que c'est bien de se poser des questions sur ce qui marche pas, et c'est encore mieux d'aller jusqu'aux réponses, même quand elles sont pas forcément agréables, sur je me suis trompé de discours, de façon de faire, et donc je trouve que c'est intéressant. Si tu avais un peu un regard, un peu de recul sur qu'est-ce qui a changé dans la psychologie du Julien entrepreneur de 2014-2015, des débuts, et du Julien entrepreneur d'aujourd'hui, ou disons depuis 1 ou 2 ans, avec aussi le changement de réseau au passage, est-ce qu'il y a des choses des moteurs qui sont un peu différents? Est-ce qu'il y a des psychologies que tu as fait évoluer? Qu'est-ce que tu dirais sur ton évolution quand tu regardes un peu le passé, ce que tu es devenu en tant qu'entrepreneur? En fait, je pense que je me cherchais au début, comme toute personne, je pense, qui commence. Et qu'une fois que je me suis trouvé, et que du coup j'ai changé de réseau, j'ai trouvé un réseau qui me correspondait. Et à partir du moment, c'est comme quand on fait des études et qu'on arrive dans le domaine qui nous plaît. D'un seul coup, tout devient plus limpide. J'ai trouvé chez 3G une équipe à l'écoute, réactive, capable de modifier le site internet en quelques heures pour une demande spécifique, de chercher de nouveaux partenaires d'annonces en quelques minutes aussi. Et du coup, en fait, on se sent pousser des ailes, puisque d'ailleurs, on a une équipe costaud, un siège bien carré qui nous suit, qui nous épaule. Et du coup, l'entrepreneur derrière, qui se sentait peut-être un petit peu seul dans un autre réseau, devient d'un seul coup très accompagné et prêt à performer. Et tu déploies tout ton potentiel d'entrepreneur. Beaucoup plus, ouais. Question que j'aime bien poser aux entrepreneurs, c'est comment on réagit aux mauvaises nouvelles. Parce que je dis souvent, être entrepreneur, c'est tout secteur confondu, c'est avoir chaque jour 3 bonnes nouvelles, 3 mauvaises nouvelles. Pour 5, c'est 5. Il n'y a pas de journée ou de semaine sans que tu perdes un mandat. Il n'y a pas de journée sans qu'un acheteur dont tu pensais qu'il allait passer à l'acte, finalement, n'y passe pas. Est-ce que, c'est mon cas par exemple, et je crois que c'est le cas de beaucoup de gens, on devient avec le temps plus résilient aux mauvaises nouvelles? Parce qu'on sait que ça fait partie du job, alors que j'imagine que la première fois qu'on t'a dit tu n'auras pas un mandat alors que tu pensais l'avoir, c'était le monde qui s'effondrait. Est-ce que c'est juste de dire qu'au fur et à mesure, on devient plus résilient? Est-ce que c'est ton cas? Je vais donner une petite anecdote. Mes 3 premières ventes, je les ai perdues le même jour. C'est-à-dire que les 3 clients qui devaient passer sous promesse, alors c'était pas encore des ventes, c'était juste des promesses qui étaient en devenir, mais c'était les 3 premières qui étaient là au bout d'un an. Les 3 clients m'ont dit finalement à 2 heures d'intervalle les uns des autres, on n'achètera pas. Là, c'était très compliqué. Dans ma tête, c'est j'abandonne ou je continue. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire à mes vendeurs? C'était la culpabilité pour mes vendeurs à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit que j'allais transformer ça en bonne nouvelle. Donc, j'ai appelé mes vendeurs et je leur ai dit, écoutez, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que on va pas avoir rendez-vous samedi chez le notaire. La bonne nouvelle, c'est que du coup, on va pouvoir vendre plus cher votre maison parce qu'ils ont loupé l'opportunité d'acheter votre maison à un bon prix. Et en fait, je pense que c'était d'avoir transformé les mauvaises nouvelles en bonnes nouvelles, par culpabilité pour mes vendeurs, et en fait, je pensais plus à ma déception, je pensais surtout à la déception de mon client. Et ensuite, comment passer au-dessus? En fait, je pense pas aux chiffres.
J'y pense à la fin du mois parce qu'il faut calculer, mais fais bien ton boulot et tu auras ce qui doit tomber. C'est comme ça que je vois les choses. Ouais, tu te concentres sur ce qui dépend vraiment de toi. Et là, tu essaies d'être Mon travail, mes et clients. tu sais que des fois, ça tombe d'un côté, des fois, ça tombe de l'autre. Tu maîtrises pas tout. Il y a de l'aléatoire. Et même des vendeurs qui doivent vendre puis qui veulent plus vendre au bout d'un moment. Mais ça tombe de plus en plus. Donc, je pense que c'est une des méthodes qui incontestablement fonctionne. Maintenant, je comprends celui qui a la pression de pas pouvoir manger à la fin du mois. Et moi, je ferai une toute petite aparté là-dessus. Merci la France d'avoir le système de Pôle emploi qui m'a permis à moi d'avoir une sécurité financière pour me lancer dans l'immobilier. Parce que, à un moment, mon papa m'a licencié. Donc, j'ai eu droit, en tant que recherche et en tant que création d'entreprise, à des aides qui m'ont permis de me lancer. Et je pense que si on n'avait pas le chômage, ça serait très compliqué de pouvoir se lancer 100% à son compte. Eh ben, le message est transmis via la caméra et on trouve effectivement que ce modèle permet de faire émerger des entrepreneurs comme toi et de ce point de vue-là, c'est très utile. Une autre question qui revient souvent dans la psychologie de l'entrepreneur et particulièrement du conseiller immobilier, c'est ta capacité à inspirer confiance. Toi, quand tu vas à un rendez-vous d'un vendeur que tu ne connais pas, on prend l'exemple vraiment où la personne te découvre, peut-être elle a lu sur Internet, sûrement elle a lu sur Internet ce qui se disait sur toi. C'est quoi ta façon d'inspirer confiance? Tu disais dans la première partie, je suis très transparent sur la méthode que je vais mettre en place. Peut-être tu peux nous en dire un mot. Et puis ensuite, est-ce qu'il y a d'autres façons d'inspirer confiance? Est-ce que, je sais pas, tu as des techniques, tu as des messages particuliers? Est-ce que tu prépares des rendez-vous en disant qu'il faut que je dise 3 choses? Est-ce que tu viens avec connaissance fine du quartier ou du bien? Enfin, voilà, comment on se prépare un rendez-vous pour que le vendeur, il se dise, OK, là, j'ai en face de moi quelqu'un de confiance? En fait, je pense déjà, si on n'a pas confiance en soi, ça va être compliqué de convaincre la personne. Moi, je suis confiant sur mes techniques, mes méthodes. C'est sûrement pas les meilleures, mais elles fonctionnent. Et je leur explique. La première des phrases que je dis, écoutez, déjà, pour faire très simple, vendre une maison, c'est facile. Et il suffit d'avoir le bon prix, la bonne communication. La bonne communication, je vais vous expliquer pourquoi je la fais correctement. Le bon prix, on va le déterminer ensemble. Et tout ce qu'on m'a appris, rendez-vous R1, R2, R3, R6, R12, je fais pas. Je fais que du R1 et on définit ensemble avec le client pendant le rendez-vous. Et ce qui fait qu'en fait, au lieu d'avoir un soi-disant sachant qui part pour choper les infos et qui revient avec une réponse, on la détermine ensemble. Et ce qui fait qu'il y a une vraie relation de confiance avec mon client du départ jusqu'à la fin. C'est pas le professeur et l'élève. C'est pas toi le professeur et ton client. Non, après j'ai un peu plus de savoir quand même, mais sur le principe, on détermine ensemble. Je dis, regardez celle-ci. Et puis des fois, ils connaissent le secteur mieux que moi. Sur certaines, des fois, je suis amené à aller un peu plus loin. Et je le dis, mais regardez celle-ci, elle a l'air quand même beaucoup mieux que la vôtre. Il dit oui, mais il y a la voie ferrée au fond du jardin. Ah, bien vu. J'ai besoin de lui, en fait, pour comparer, parce que le prix d'un bien. Il a un rôle. Tu lui donnes un rôle. Exactement. Il connaît sa maison et par contre, il faut que j'ai quelqu'un de bonne foi en face. Mais je pars du principe qu'une fois que c'est amené comme ça, les gens, je pense, apprécient et comprennent qu'en fait, on est en une équipe. On n'est pas l'un contre l'autre avec un rapport de force. On est là pour trouver une solution, c'est-à-dire vendre un bien immobilier au prix fort, parce que je reste convaincu que si on appelle un mandataire ou un agent immobilier, c'est pour vendre le bien le plus cher possible, dans un délai imparti par le client. Et mon rôle, c'est de définir quel peut être ce prix le plus fort possible. C'est très intéressant. Dans les moteurs de l'entrepreneur, et puis après, on arrivera à la fin de cet entretien avec une dernière question que je te poserai sur le modèle entrepreneur, si tu en avais un à citer, que tu pourras citer quelqu'un d'un autre secteur. Mais avant ça, le rapport à l'argent, c'est aussi une question souvent qui est citée, qui nous est posée sur est-ce que l'argent doit être le moteur principal d'un conseiller immobilier? Nous, on a tendance à répondre oui et non. En tout cas, il n'y a pas raison qu'il ne le soit pas du tout. Comme tous les métiers, on le fait pour gagner sa croûte. Et en même temps, en étant le seul modèle ou le seul moteur, peut-être qu'on passe à côté de l'essentiel. Toi, ton rapport à l'argent, chacun imaginera ce que peuvent être en gros les revenus de quelqu'un qui fait autant de ventes que toi. Est-ce que c'est encore un moteur comme ça l'était en 2014? Est-ce que ça l'est plus? Est-ce que ça l'est moins? Est-ce que tu as un rapport plus distancié? Est-ce que la réussite, elle se mesure qu'à ça? En tant qu'entrepreneur, c'est quoi ton regard à l'argent et aux revenus que tu peux avoir? Alors moi, en tant que performeur, je parle toujours d'argent pour comparer avec l'année d'avant, avec les collègues, avec les meilleurs vendeurs d'un réseau, d'un autre réseau. C'est plus un moyen de calculer. Après, l'argent m'a permis d'investir dans les nouvelles technologies, de me faire plaisir au quotidien, de pas forcément avoir besoin de compter à la fin du mois, ce qui est pas le cas de tout le monde. Et ça, merci beaucoup pour ça. Mais pour moi, c'est plus le moteur, c'est de donner des conseils. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que je suis payé à la hauteur des conseils que je donne et plus je donne de bons conseils, plus l'argent tombe. Par contre, au départ, oui, la première fois où
où j'ai eu plus de 10 000 euros de com dans un mois, bah, j'étais en moonwalk toute la journée dans le salon parce que je me dis ça y est, j'ai réussi. Le mois d'après, j'avais 0. Mais dans l'idée, c'était plutôt ça. Donc, je pense qu'il faut se concentrer sur son métier, avoir une sécurité, mais ça, de toute façon, n'importe quel entrepreneur qui se lance dans l'immobilier est censé avoir réfléchi puisqu'on est payé qu'au bout de 3 à 6, à 10, à 12 mois. Donc, à partir du moment où il a sa sécurité, il s'accorde un certain délai pour réussir. Dans ce délai-là, il ne faut plus qu'il se pose de questions. Il bosse. Et si dans ce délai-là, ça fonctionne, c'est parfait. Si ça ne fonctionne pas, eh ben, il ira chercher un autre boulot. Et c'est très important ce que tu disais. C'est-à-dire, comme je disais, c'est pas grave de prendre du temps pour définir la bonne stratégie, mais une fois qu'elle est définie, il faut s'y tenir, il faut s'y atteler. Ça paralyse le problème d'argent. Et ça peut paralyser. Moi, ça m'aurait complètement paralysé si j'avais pas 24 mois de Pôle emploi potentiel. Je les ai pas pris jusqu'au bout parce que j'ai réussi avant. Mais si j'avais 3 mois devant moi, je ne pourrais pas me lancer. Et à l'époque, quand je recrutais, justement, quand je travaillais pour IAD, quand je recrutais, la première des choses, c'est quoi ta sécurité financière? Parce que si t'es pas capable de pouvoir te concentrer parce que tu as des problèmes à côté financièrement, tu vas te paralyser, tu vas paniquer, tu vas du coup essayer d'avoir des mandats pas chers pour les vendre vite et tu vas devenir un mauvais agent immobilier parce que tu vas faire en fonction de tes intérêts et pas de ceux du client. C'est un bon exemple, effectivement, et de l'importance d'avoir une forme de matelas avant de commencer. Toi, ça t'a permis d'être plus serein, d'appliquer des stratégies et d'être un peu moins court-termiste dans la façon dont tu traitais les mandats. C'est ce que tu disais et je trouve ça très utile. Merci, Julien, pour tous ces éléments. Je vais poser une dernière question. Est-ce qu'il y a un entrepreneur, français ou international, qui t'inspire particulièrement, dont tu tires un certain nombre de leçons de ton parcours? Tu peux citer quelqu'un dans l'immobilier ou en dehors de l'immobilier, quelqu'un de bien vivant et de bien actif ou quelqu'un plutôt d'une autre époque. Voilà, s'il y avait un exemple, un modèle, c'est la question qu'on pose à tous les top vendeurs qui passeront dans cette émission. J'aime bien ceux qui sortent du lot. Donc, ça va être toutes les réussites, type Steve Jobs, Xavier Niel, pour Free. Tous ceux qui sortent un peu du lot, qui vont ubériser les systèmes, qui vont... Malik Benrejdal à l'époque avec le marketing de réseau. Qui est le fondateur de IAD. Guillaume Toussaint qui a été un des premiers à créer un réseau aussi avec une forte rémunération. 3GIMO, donc le réseau dans lequel tu officies aujourd'hui. Et que je compte rester un sacré nombre d'années. Les gens en fait qui prennent les devants, qui cassent les codes. C'est un pas de côté mais sans forcément un effet waouh impressionnant. Toi dans ton cas, si je reprends ce qu'on disait en première partie, ça a été regarder ce que font les autres, ou plutôt regarder ce qu'ils font pas. Les autres sont entendus les concurrents locaux et de faire mieux qu'eux. Et ça a été ta disruption à toi, dans ton marché à toi, et qui a porté ses fruits. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, je me suis mis en position d'acquéreur. Mais je l'ai mis en position d'acquéreur. Ouais, tu leur ai fait croire, ouais. Et en position d'acquéreur, je les ai fait venir chez moi en faisant croire que j'allais vendre mon bien. J'ai fait cette analyse-là et j'ai vu ce qui me... Alors, j'ai fait le truc basique, c'est-à-dire, ce qui me plaît pas n'est pas bon. Mais en tout cas, je suis resté là-dessus. Et j'ai de la chance, c'est qu'encore aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas compris dans mon secteur, donc j'en profite. Donc, se mettre à la place du vendeur, en tout cas du client, de l'acheteur, du vendeur, voir comment on peut faire mieux. Il n'y a pas forcément d'effet waouh. J'aime bien cet exemple que tu cites en disant ça peut être les boueurs ou n'importe quel métier qui, par son intelligence, par ses astuces, gagne un peu de productivité, répond mieux aux besoins de ses clients. Ça, je pense que c'est un très bon exemple pour les gens qui nous écoutent, qui parfois cherchent le truc où on veut faire on veut faire de l'immobilier différemment, on veut faire totalement autrement que les autres. Tu l'as dit, il y a aussi des choses que tu as vues qui étaient bien faites chez tes concurrents et tu les as repris, mais tu as su faire le petit pas de côté. Je voulais te remercier, Julien, pour avoir participé à cette émission. Merci pour la générosité avec laquelle tu as partagé tes astuces, tes techniques, ton parcours, et puis où tu nous as montré un peu, c'est pour ça que cette émission s'appelle dans la tête d'un top vendeur, c'est qu'est-ce qui passe par la tête d'un entrepreneur dans tout son parcours, et c'est pas le même Julien, entrepreneur il y a 6 ans ou il y a 8 ans qu'aujourd'hui, tu l'as très bien défini. Et donc, je vous donne rendez-vous à tous pour un prochain épisode de Dans la tête d'un top vendeur mandataire. On aura l'occasion d'interroger aussi tes homologues, tes compères, et plus tes compères que tes concurrents d'ailleurs, top vendeurs d'autres réseaux. Donc, merci encore Julien. Avec et puis plaisir. À très vite. Merci pour l'invitation. Au revoir, merci.